Alors donc, ce que l'on va voir ce matin, c'est donc effectivement la conception ericksonienne de l'inconscient. Donc la PNL, effectivement, ça vient de Milton Erickson dans les fondateurs de la PNL, donc Richard Bandler et John Grinder, ont modélisé différents thérapeutes. Virginia Satir, Fritz Perls, Virginia Satir, thérapie familiale, Fritz Perls, Gestalt thérapie, et Milton Erickson, le père de l'hypnose ericksonienne. Donc, quelles étaient dans l'hypnose ericksonienne, on parle souvent d'inconscient, et quelles étaient les caractéristiques de l'inconscient selon Milton Erickson. Donc, on va imaginer que sur ce schéma, ça représente ici l'inconscient. Donc là, on va dire la partie en haut, c'est la surface de l'iceberg, c'est le conscient. Et en bas, c'est donc l'inconscient. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inconscient? C'est ce dont je n'ai pas conscience. Alors que le conscient, c'est tout ce dont j'ai conscience. Donc, dans mon moment présent, effectivement, j'ai tout mon balcon, mes 5 sens qui sont sur l'extérieur. Mais comme vous le savez, parce qu'on a déjà travaillé ça un petit peu au niveau du métamodèle, on a des filtres de sélection. Donc, ça veut dire que dans la réalité, on reçoit beaucoup d'informations, mais dans notre conscience, on n'a pas conscience de toutes les informations qu'on reçoit à la seconde, parce qu'on est conscient à peu près, on peut se concentrer sur 5 à 7 choses maximum dans le moment présent, mais en réalité, dans notre inconscient, on reçoit plein d'informations. Donc l'inconscient, c'est tout ce dont je n'ai pas conscience. Et en fait, chez une personne, la partie consciente, elle est vraiment toute petite. Là, je l'ai dessiné comme ça, mais en fait, on pourrait imaginer l'inconscient, c'est beaucoup plus grand. C'est vraiment un réservoir. D'ailleurs, on n'arrive pas, même au niveau scientifique, à pouvoir définir exactement la grandeur de l'inconscient. Et l'inconscient, en fait, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il va gérer différentes choses, différents paramètres que le conscient ne gérera pas. Donc, ce qui veut dire, ce qui est intéressant à savoir, c'est que notre inconscient va avoir un mode de fonctionnement qui va être distinct du conscient. Ça veut dire, par exemple, consciemment, je peux vouloir quelque chose, d'accord? Mais inconsciemment, lui, mon inconscient, il réfléchit et il peut vouloir autre chose. D'où des fois les conflits qu'on a à l'intérieur de soi, parce que des fois on dit « Ah, mais je voudrais, par exemple, un truc que vous avez vu très simple, par exemple sur le recadrage en 6 points, je ne veux pas grignoter et c'est plus fort que moi, je vais grignoter. » Bah oui, parce que consciemment, je ne veux pas grignoter, donc je veux garder la ligne qui est importante pour moi au niveau conscient, mais dans mon inconscient, lui, il a sa logique. Et si dans sa logique, sa fonction positive, c'est d'aller chercher du réconfort et qu'il estime que c'est important pour lui d'aller chercher du réconfort, même si consciemment vous ne voulez pas aller grignoter, votre inconscient il va dire non, mais moi je m'en fous, tu vas manger quoi. Parce que lui, sa fonction positive, c'est de vous apporter du réconfort. Donc ça, on l'avait déjà vu sur tout ce qui est le praticien, les fonctions positives inconscientes. Et c'est pour cette raison que quand on fait un recadrage en 6 points, qu'on fait toutes les techniques sur le modèle des parties, qu'on demande à la personne de fermer les yeux, de se mettre en contact avec cette partie d'elle, de la remercier, de l'accueillir et ensuite de lui demander sa fonction positive. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On demande à la personne de prendre contact. Elle a son conscient et on demande à la personne de prendre contact avec une partie d'elle qui est une partie inconsciente pour créer le rapport avec la partie inconsciente et faire émerger une fonction positive. Parce que le problème, c'est que tant que la personne elle est dissociée entre son conscient et son inconscient, qu'est-ce qu'elle va vous dire, la partie consciente? Elle va vous dire « Ah, mais quand je vais manger des gâteaux, c'est cette partie de moi qui me sabote, hein, elle me veut du mal, cette partie. Hein. » C'est un petit peu classique, on avait déjà vu ça. Ça va, ça vous parle, ça vous remet en mémoire? Donc, on voit bien dans ces mécanismes-là que les personnes, de manière naturelle, dissocient complètement leur conscient de leur inconscient. C'est dissocié. Et que pourquoi c'est dissocié? Parce qu'en réalité, c'est dissocié parce que notre inconscient a un fonctionnement
qui est autonome par rapport au conscient. Ça veut dire que notre inconscient, c'est lui, il fait sa vie, quoi. Alors moi, je trouvais ça incroyable parce que quand j'ai vraiment compris ça et découvert ça, je me suis dit, mais effectivement, en fait, la connaissance, le chemin de la connaissance de soi, en fait, ça prend vraiment toute une vie. Et en fait, on peut vraiment être surpris à se dire, mais en fait, je ne me connais pas tant que ça, parce que ce que je crois connaître de moi ou de qui je suis, c'est une petite partie émergée. Et en fait, à l'intérieur de moi, il y a un individu que je ne connais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, qui a son autonomie, ses fonctionnements autonomes, et qui va avoir le pouvoir vraiment? En réalité, c'est l'inconscient. Hein. Et donc l'inconscient, c'est à la fois un réservoir de ressources pour atteindre nos objectifs, avec un réservoir, un potentiel illimité. Il y avait Anthony Robbins qui parlait de ça, des pouvoirs illimités. C'est vraiment un potentiel inépuisable de ressources. Mais des fois, c'est pas forcément que des ressources dans l'inconscient. Selon les conclusions, les croyances, les expériences vécues qui ont pu s'enregistrer au niveau inconscient, des fois, ça peut être vraiment carrément des blocages qui sont vraiment compliqués, quoi. Donc du coup, dans tout ce grand marasme de l'inconscient, quelle est la différence entre la partie ressources, la partie blocage? Il y a un petit peu des deux. Et dans tous les cas, c'est lui qui a le pouvoir. Et nous, en fait, qu'est-ce qu'on veut au niveau conscient? On a envie que les conséquences. On va dire, ah ben là j'ai du mal, ou là c'est facile pour moi. Ça va? Donc du coup, quelles sont les fonctions de l'inconscient? Alors la première, c'est les fonctions vitales. Et du coup, c'est par ordre de priorité, hein, c'est ce dont je vous parle. C'est-à-dire que numéro 1 pour l'inconscient, c'est de se dire, il faut que cet individu il reste en vie le plus longtemps possible. C'est la fonction vitale. Donc dans les fonctions vitales, toutes les fonctions biologiques, elles sont de l'ordre de l'inconscient, parce que faire battre le cœur, respirer, je me coupe, et j'ai des plaquettes qui se mettent sur ma coupure pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de bactéries qui rentrent dans le corps et que ça s'infecte, tout ça. J'ai pas à réfléchir, c'est pas consciemment que je me dis ah il faut que je respire, enfin à moins que j'ai quelque chose qui est un exercice de respiration que consciemment je veux mettre en place ou que je suis très essoufflé, du coup consciemment je vais me dire à ma respiration ou je vais me mettre à mal respirer, je vais en être conscient, mais dans la vie de tous les jours, consciemment, la fonction vitale, c'est mon inconscient qui s'en occupe. Je ne me dis pas, donc là il faut inspirer, là il faut expirer, j'ai pas besoin d'y réfléchir. C'est ton inconscient qui s'occupe ou c'est ta physiologie? Ta physiologie. Il y a la notion de mental de pensée. Alors, c'est l'inconscient parce que ton cerveau, c'est bien lui qui envoie un message. Tu vois, c'est ton cerveau, il va envoyer un message à ton poumon pour dire, bah là, tu fais l'aspiration, là, tu fais l'expiration, au niveau du cœur, enfin, tout ce qui est biologique, tu gardes l'oxygène, tu renvoies le dioxyde de carbone, etc. Ce que je veux dire, c'est que même dans la fonction biologique la plus pure, il y a une intelligence et il y a bien des parties du cerveau qui vont bien réfléchir à mettre en place ces processus-là. Et pourtant, consciemment, on n'y pense pas du tout, quoi. C'est notre inconscient qui nous fait vivre. Donc, la fonction vitale, vraiment, l'inconscient, il s'occupe de ça, et nous, pendant ce temps-là, on peut mener notre vie, et lui nous fait respirer, il fait battre le cœur, voilà. Il va réguler la température du corps, le taux d'acidité, il va vraiment s'occuper de tout ça. Nous, on n'a pas besoin d'y penser. Donc ça, c'est la priorité. Hein. Et effectivement, c'est inconscient parce qu'on n'y pense pas, on n'y réfléchit pas. La deuxième chose, qui est la deuxième fonction de l'inconscient et qui est quand même aussi en lien avec les fonctions vitales, mais c'est vraiment notre sécurité. C'est hyper fort la sécurité, et quand on voit un petit peu au niveau de la biologie du corps, tout le système nerveux qui part du tronc cérébral, alors avec les émotions on a l'amygdale, mais tout le tronc cérébral, le système nerveux qui part donc dans tout le corps avec tout notre système nerveux sympathique, parasympathique. On dit aussi que notre système nerveux, il y a le système nerveux autonome,
SNA, oui, système nerveux autonome. Autonome, donc rappelez-vous, ça veut bien dire que c'est pas ma volonté, c'est pas mon cortex, mon conscient qui va dire là, il faut que tu sois pas stressé. Si je suis stressé d'un coup, c'est mon système nerveux autonome qui s'est déclenché, quoi. J'ai une vision quand on parle de sécurité, du coup on parle uniquement de sécurité physique, mais tout ce qui peut être sécurité émotionnelle ou affective, on ne met pas là-dedans. Et bien justement, si. Parce que tout ce qui est vraiment la sécurité physique, ça va être la fonction vitale, mais en fait dans la sécurité, tu vas englober toute la sécurité, donc ça peut être la sécurité affective, la sécurité financière, relationnelle, tout ce qui inclut la sécurité. Donc lui, il est vraiment en charge de ça, et du coup, comme c'est vraiment très très ancré dans notre tronc cérébral, donc c'est vraiment le côté le plus archaïque, hein, c'est vraiment le côté de survie le plus profond. En fait, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir énormément de peurs qui vont se déclencher parce que du coup, notre inconscient, lui, il est hyper vigilant là-dessus à se dire oh, je veux pas d'insécurité, je veux pas d'insécurité. Donc vous allez avoir le cas souvent que je rencontre, très très souvent, quelqu'un qui veut se lancer dans une activité, passer d'un statut par exemple de salarié à un statut d'indépendant. C'est nouveau. La personne, elle n'a pas l'habitude dans son modèle du monde, dans son expérience, elle était par exemple salariée avant, pire que salarié, pardon sans jugement de valeur, mais c'est l'expérience aussi que j'ai vu ça. Ceux pour moi qui ont le plus de peur, c'est les gens qui sont fonctionnaires, que j'ai vu, les fonctionnaires qui voulaient prendre des dispos ou vraiment se lancer dans un projet d'indépendant. Moi, ce que j'ai observé dans mes clients de coaching, les gens qui étaient fonctionnaires étaient les gens qui avaient le plus de peur. Parce que fonctionnaire, tu as la sécurité de l'emploi, on ne peut pas te virer. De toute façon, tu es fonctionnaire, la sécurité, il y est, quoi. Et j'ai remarqué, ils se posaient énormément de questions à dire mais je vais demander une dispo, comme ça moi je pourrais revenir. Il y a énormément de peur que, enfin moi par exemple, je suis toujours été entrepreneur quasiment dans ma vie. Moi, je n'ai pas assez peur parce que j'ai pas dans mon cadre de référence, j'ai pas vécu dans ce climat d'ultra protection, d'ultra sécurité. Et puis après aussi, j'ai eu de la chance pour le coup, moi, d'avoir une famille qui m'a rendu autonome très très rapidement en fait. Je pouvais faire plein de choses. Mes parents me faisaient confiance, ils ne me mettaient pas leur peur sur moi. Même quand j'étais petit, je pouvais vraiment faire plein de trucs. Ils ne s'inquiétaient pas, ils se débrouilleraient. Voilà. Donc ça c'est chouette, mais du coup j'ai pas eu cette peur là, et je me rappelle même quand j'avais pas des bons résultats à l'école, parce que j'étais vraiment nul, le système scolaire pas du tout fait pour moi, et je me rappelle ma mère elle me disait oh mais de toute façon il se débrouillera dans la vie, il est débrouillard, il trouvera sa voie, et elle était hyper confiante sur mes capacités. Donc j'ai pas eu ce besoin de sécurité, mais des gens, je me mets maintenant dans un autre modèle du monde, qui a eu vraiment ce besoin de sécurité, il faut quand même avoir un emploi stable parce qu'il peut y avoir de la pénurie et parce que... Et du coup, je suis fonctionnaire et je me mets dans un boulot où vraiment il y a la sécurité de l'emploi. Pour cette personne-là, c'est nouveau de se dire par exemple que la personne elle va être à son compte. Ben, je peux vous dire que l'inconscient au niveau sécurité il est au taquet. Hein. Et du coup, même si consciemment la personne elle se dit dans mon projet de vie, je veux vraiment me mettre à mon compte, je veux m'installer, je veux vraiment vivre de mon propre travail, ben l'inconscient il va mettre en place plein de blocages avec des peurs qui vraiment la personne va dire mais je comprends pas, c'est vraiment ce que je veux faire dans ma vie, mais je suis terrorisée à l'idée de lâcher mon ancien travail. Comment je vais faire quoi? Et ben c'est normal, c'est parce que l'inconscient ça fonctionne. Vous voyez, alors qu'en fait c'est même pas rationnel. Parce que la personne va dire mais non mais t'inquiète, tu vas pas non plus être sous les ponts, ou au pire tu auras quand même le RSA, ou enfin tu vas pas être sous les ponts quoi, mais en fait l'inconscient, lui, de manière complètement irrationnelle, les besoins de sécurité, c'est hyper prégnant. Et c'est tellement fort ce besoin de sécurité que dans un cas où vous vivez, un individu vit vraiment un drame, une situation, je sais pas, un attentat ou un accident, ou une situation vraiment de danger très très fort, la personne elle peut développer des ressources qu'elle n'aurait jamais eues dans sa vie habituellement. Mais pour se mettre en sécurité, c'est l'inconscient qui va prendre la relève et va mobiliser des ressources que la personne elle n'aurait jamais pensé les avoir dans sa vie. Donc c'est très très fort hein, ce besoin de sécurité, ça vous parle?
Et donc c'est normal, alors c'est vachement bien aussi de faire la paix un peu avec ça, parce que des fois, dans les milieux de spiritualité ou de développement personnel, on entend «Ah, mais j'en ai marre d'avoir du négatif et tout». Enfin, c'est important de se dire «Non, mais c'est normal, c'est mon inconscient». Voilà. Alors, la troisième chose que notre inconscient, le troisième fonction, c'est les fonctions d'apprentissage. Donc tous nos apprentissages se sont emmagasinés dans notre inconscient une fois qu'on est devenu inconsciemment compétent. Parce que pendant qu'on est en train d'apprendre, ça passe par le conscient, parce qu'on est en train d'apprendre, mais une fois que l'apprentissage il est fait, hop, c'est l'inconscient qui le gère, on n'a plus besoin d'y penser. Si j'ai chaud, je vais aller ouvrir la fenêtre, je ne vais pas dire, bon alors pour marcher, il faut mettre ce pied devant, il faut savoir garder l'équilibre, mettre cet autre pied. Non, quand j'étais petit, quand on était bébé et qu'on a appris à marcher, ben on a appris consciemment à marcher, on est tombé, on s'est relevé, on est tombé des centaines de fois. Et aujourd'hui, notre inconscient, s'il a besoin de marcher, on se dit, on ne réfléchit pas pour marcher. Ou pour faire du vélo, pour avoir l'équilibre, ben on a appris, quand on était petit, on nous enlevait les roulettes et tout. Ou pour savoir nager, on ne se dit pas, alors attends, on ne réfléchit pas, on nage quoi. Ou on fait du vélo, ou on peut conduire. Ouais. Donc c'est bien l'inconscient qui, compte tenu des apprentissages, les gère. Vous voyez, donc ça montre bien, tous les exemples que je vous fais, vous montrent bien que l'inconscient, il est complètement autonome dans sa manière d'exécuter les choses pendant que nous, on fait autre chose, on réfléchit, on pense à autre chose. C'est lui qui fait. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire si au niveau des apprentissages, ça se fait de manière inconsciente? Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme apprentissage que des apprentissages purement techniques? Le langage. Comment? Le langage. Le langage, voilà, donc apprendre des langues. Mais aussi, on a pu avoir des expériences de vie qui nous ont fait tirer des conclusions. Et des fois, notre inconscient, il a appris que dans la vie, j'ai pas le droit d'exprimer un besoin, j'ai pas le droit d'être important, j'ai pas le droit d'être associé à mes émotions, de ressentir, j'ai pas le droit d'avoir des responsabilités, ou au contraire, j'ai pas le droit de grandir. Enfin, vous voyez, on a vécu des expériences et notre inconscient, compte tenu des expériences qu'on a vécues et de l'éducation qu'on a eue, il a eu des apprentissages et il a eu des croyances. Et donc notre inconscient, consciemment des fois on veut faire quelque chose et notre inconscient, lui, il continue avec sa petite logique qu'il a eue parce qu'il a appris à fonctionner d'une certaine manière. Donc là aussi, des fois, il faut désapprendre parce qu'en fait, c'est juste qu'on a appris qu'on n'avait pas le droit, ou, vous voyez, des interdictions qu'on se met. J'ai pas le droit de... Les notions de mérite aussi, on ne mérite pas. Donc, s'il y a des comportements, ou en tout cas des croyances qu'on a, c'est au même niveau que se dire si on voulait désapprendre à faire un vélo. En fait, c'est le même niveau de difficulté, de travail sur soi. Alors, je ne sais pas si on peut faire cette conclusion-là, peut-être, mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire ça va venir de manière aussi naturelle. Alors, je ne sais pas si ce sera autant difficile que de apprendre à faire du vélo, parce que je ne sais pas si ça serait pour être possible de nous apprendre à faire du vélo, mais ça serait en tout cas de manière aussi naturelle. Parce que, par exemple, sur nos croyances limitantes, quand vous avez une personne, et c'est pour ça que dans vos entretiens, quand vous faites un état présent, vous allez avec le métamodèle chercher dans la structure profonde quelles sont les croyances limitantes parce qu'elles sont tellement évidentes pour la personne qu'elle ne va pas venir vous voir en vous disant « Moi, de toute façon, si je fais ça, c'est parce que j'ai cette croyance-là. » La croyance en elle-même, elle est inconsciente, vous voyez, parce qu'elle est normale. C'est comme ça que l'inconscient, il a appris. Donc, ça demande d'investiguer vraiment en profondeur. Et c'est vrai que le métamodèle nous permet de faire ça. Parce que quand une personne va dire je ne peux pas faire, j'en sais rien, je ne peux pas me mettre sur Internet pour parler de ce que je vais faire au niveau de la création de mon entreprise, j'ose pas, je suis bloqué, j'ai un blocage, je ne peux pas me mettre sur Internet, ça génère des peurs chez moi. Quelles sont ces peurs que ça génère? J'en sais rien. Et donc, qu'est-ce que ça signifierait? Donc, tu fais du métamodèle, par exemple, chercher une équivalence. Qu'est-ce que ça voudrait dire de toi, par exemple, que tu te mettes sur Internet?
c'est complètement idiot parce que je sais bien que c'est quand même normal, tu vois, regardez, je me fais, mais non, mais c'est idiot, mais je sais pas, c'est comme si j'avais l'impression que ça serait prétentieux. Mais non, mais pourtant, je sais bien que c'est pas prétentieux, c'est débile. Mais j'ai appris que me mettre sur Internet, me mettre en avant, j'ai peur qu'on dise de moi que je suis prétentieux parce que ici, dans l'apprentissage, dans ma ligne de temps, il y a eu des fois où je me suis mis en avant et on a dit mais tu te prends pour qui là? Tu arrêtes de parler de toi, laisse faire tes frères et tes sœurs, arrête de te mettre en avant. Ou à la télé, vous voyez quelqu'un qui se met en avant, mais qu'est-ce que cet artiste est prétentieux, j'espère que tu ne deviendras jamais comme ça. Hein. Non, maman, je ne deviendrai jamais comme ça. Et putain, personne ne sait pas pourquoi elle n'ose pas se montrer sur Internet. Mais parce qu'elle a appris que se montrer signifiait être prétentieux. Mais la croyance, c'est un apprentissage, mais consciemment, comme ça fonctionne de manière autonome, si on ne va pas le chercher quand on explore avec le métamodèle et qu'on explore bien au niveau de l'inconscient, ou que la personne elle vous dit j'en sais rien, pourquoi j'arrive pas à montrer sur Internet. Non, franchement, je vois pas. Ferme les yeux, accueille cette partie, remercie-la pour la fonction positive qu'elle a pour toi et demande à cette partie de toi, vous voyez, quand on dissocie, on crée une dissociation verbale parce qu'en réalité, en créant une dissociation verbale, on ne s'adresse pas à la partie consciente de la personne parce que consciemment la personne vous dit mais c'est idiot, c'est débile, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à mettre ma photo sur Internet. Je vois pas pourquoi. Pour cette partie de toi qui n'ose pas le faire, qu'est-ce qu'elle te veut de bien? Qu'est-ce que ça voudrait dire de toi? Qu'est-ce que ça signifierait? Ça signifierait que je suis prétentieux. C'est le niveau de l'apprentissage, elle a appris. Et donc, dans le métamodèle, on cherche l'origine perdue. Et d'où ça vient? Que s'est-il passé? Alors attends, d'où ça vient? Je me rappelais plus de ce truc. Et des fois, effectivement, comme l'inconscient, il gère les choses de manière autonome, lui se souvient de nos expériences, alors que consciemment, des fois, nos expériences, on les a complètement oubliées. Hein. Mais lui s'en souvient. Et des fois, vous allez dire, mais c'est passé ce truc. Mais c'était rien, ce truc. Je ne pensais pas que ce truc, il aurait des conséquences encore aujourd'hui. Ça ne me paraissait pas grave, je l'avais même oublié. Ça ne me paraissait pas si important. Oui, mais du coup, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Vous voyez? Donc, soit c'est une équivalence, ça voudrait dire que je suis prétentieux, ou dans l'apprentissage, un jour, quand j'étais petit, j'ai voulu me montrer, et du coup, tout le monde s'est moqué de moi. Ce n'est pas une équivalence, c'est une cause à effet. Me montrer, donc l'opérateur modal, que se passerait-il si tu te montrais pour aller faire ressurgir la cause à effet? Qu'est-ce qui risquerait de se passer? Il risquerait que si je commence à me mettre ma photo sur Internet, j'ai peur que les gens se moquent de moi, d'avoir des commentaires négatifs par exemple. Ou voilà. Bon, et en fait, pour de vrai, d'avoir des commentaires négatifs sur Internet, on s'en fout. Bon, les gens qui écrivent des commentaires, on ne les connaît pas, donc ça à faire. Mais si on a vécu des expériences de rejet, ces mêmes gens qui font des commentaires négatifs vont réveiller une expérience de rejet qui a été difficile à vivre dans la vie de la personne. Elle ne s'est pas sentie en sécurité, etc. Donc elle a appris que pour éviter les expériences de rejet, il ne fallait pas se montrer. Donc vous voyez, c'est ça en fait. Soit on fait des équivalences, soit on fait des causes à effet. Qu'est-ce qu'on va faire? Des présuppositions. Dans la vie, de toute façon, comment le monde marche, on a appris que le monde il marchait de telle manière parce qu'on a généralisé nos expériences, on en a fait des présuppositions, donc on retrouve dans l'inconscient tout ce que vous avez appris qui sont les formes linguistiques de croyances, des présuppositions, des équivalences, des causes à effet. Tout ça, quand vous discutez avec une personne en entretien, et que vous lui posez les questions, la plupart du temps, on va dire j'exagère, on va dire dans 30 à 40% des cas, elle va vous dire j'en sais rien, je sais pas, c'est comme ça. Si elle vient des fois consulter, la personne elle a déjà travaillé, elle va pouvoir vous dire parce que je crois que j'ai une partie de moi qui croit que. Mais dans 30 à 40% des cas quand même, et ce que je remarque beaucoup quand je fais les supervisions vidéo aussi de mes coachs, c'est que du coup, ils ne pensent pas assez à utiliser l'hypnose ericksonienne. Et c'est en ça que l'hypnose est intéressante, parce que tout le travail qu'on va faire, où on va dire à la personne, ferme les yeux et on va parler à une partie de toi. Vous utilisez, c'est-à-dire que dans l'hypnose ericksonienne, Milton Erickson utilisait le langage dissociatif.
voyez? Il disait pas, oui, mais est-ce que tu crois que... Mais non, je crois pas que... Je sais bien que si je vais me mettre sur Internet, bon, à la limite, je vais avoir des commentaires négatifs. Et alors, je m'en fous. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi? Et vous voyez ce qu'il disait Milton Erickson? Est-ce qu'il y a une partie de toi, cette partie de toi qui aurait ses craintes? De quoi cette partie de toi aurait peur? Ferme les yeux, connecte-toi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? En utilisant le langage de la dissociation, on est en train de connecter la personne à son inconscient, qui lui a sa propre logique. Vous l'avez remarqué déjà entre vous ça quand vous faites des exercices et vous posez une question et la personne elle vous répond « Mais pourtant, non, mais je sais bien ». Puis vous dites « Mais oui, je sais. » Vous avez remarqué que des fois ça coince comme ça vous dites « Mais je sais bien que pourtant c'est idiot ». Ça, vous l'avez déjà fait ou pas? Ici ou avec d'autres gens? Oui. Ça arrive hyper souvent, hein. Je vous dis 30 à 40% des cas quand même, quand on commence à creuser. Normal, c'est quand la personne vous dit mais non, mais je sais bien, elle ne vous parle pas de sa partie consciente, elle vous parle. Ce qui bloque, c'est la partie autonome de l'inconscient qui lui vit sa propre logique, sa propre réalité. Donc on a besoin vraiment, encore une fois, de vraiment rester pas au niveau juste cognitif. Vous avez vraiment besoin de connecter les gens, alors dire ferme les yeux, accueille cette partie de toi, utilisez le vocabulaire dissociatif. Ça va, ça vous parle? Pensez bien à le faire, hein, je vous assure. Dans beaucoup de cas où je vois des entretiens et où les coachs ou les thérapeutes, ils tournent en rond, c'est qu'à chaque fois, en fait, ils ne font pas la distinction entre le conscient et l'inconscient. Et l'hypnose ericksonienne fait partie de la PNL, et donne toute la puissance à tout le travail qu'on fait, qui est à la fois un travail d'investigation pour faire un état présent, parce que moi au début, je croyais à tort, c'est comme ça que je l'avais appris, comme ça qu'on me l'avait dit dans les écoles où je venais à la base, on me disait l'hypnose ericksonienne, la conscience, ça va être vraiment le réservoir des ressources. Et puis le métamodèle, c'est pour vraiment être dans du clair précis, spécifique. Et après, tu utilises le langage hypnotique que pour mobiliser des ressources. Mais en utilisant le métamodèle, et pas que le Milton modèle, mais le métamodèle, on va aussi avoir de l'info et connecter à des ressources, à des parties de l'inconscience. Et les expliquer, etc. Donc pensez bien à utiliser ce langage dissociatif. Ça va, ça vous parle? Même si c'est des choses qu'on a vues des fois comme ça en praticien, c'est vachement bien de le revoir sous cet angle-là en fait. Hein. Tu veux dire que ça fait émerger toute cette structure-là du... Voilà. Parce qu'on le voit sous le modèle des parties, etc. Mais le fait de se dire en fait, on a vraiment, enfin, de le voir aussi sous la forme vraiment de l'inconscient, ça intéresse. Et le dernier, la dernière partie qui n'est pas du tout expliquée dans ce que je vais vous dire par la science, c'est la partie intuition. La partie, entre guillemets, le sage intérieur, quoi. Alors là, cette partie-là, s'il y a des gens parmi vous, ou ceux qui regardent les vidéos, si je le mets sur Internet, c'est très scientifique, là, ça y est, on va me prendre pour... Ça, c'est absolument pas expliqué. Peut-être même que c'est qu'un système de croyance qui n'est qu'un système de présupposés. Est-ce que c'est vrai ce que je vous dis? Est-ce que c'est pas vrai? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, dans l'hypnose ericksonienne, il y a ce présupposé-là qui dit que notre inconscient a une partie sage intérieure, une partie intuitive qui pourrait être des fonctions entre guillemets paranormales. C'est-à-dire qu'on ne va pas expliquer de manière très factuelle. Donc ça peut être sous forme de rêve prémonitoire, d'intuition, de se dire j'ai aucun élément qui me font dire qu'il ne faut pas que je fasse ça, mais à l'intérieur de moi j'ai une petite voix, vous savez, de la petite voix qui me dit ne le fais pas, ou au contraire ça me dit là vas-y, je ne connais pas, je ne me suis pas renseigné sur ça mais je le ressens comme ça, c'est une intuition, ça me dit d'y aller et je vais suivre cette petite voix. Et bien du coup, en PNL et en hypnose, il y a ce présupposé-là humaniste qui, je pense, a des racines, des origines certainement spirituelles, de tendances spirituelles, mais qui dirait qu'on a vraiment une partie sage.
Moi, je sais que dans ma vie, j'ai vécu une expérience comme ça. Je ne sais pas si c'était à votre groupe ou pas. J'avais raconté quand j'étais plus jeune l'histoire du théâtre. Ça, non, c'est pas à votre groupe. J'ai raconté le drive prémonitoire, un truc de fou. Je vous raconte pour vous dire parce que cette expérience était incroyable. Quand j'avais 15-16 ans, je faisais du théâtre d'improvisation avec une troupe de théâtre à titre de loisir. Hein. Puis bon, j'étais le seul gamin parce que c'était que des adultes à l'époque, ça n'existait pas trop le théâtre d'impro. Et je me rappelle, j'étais en pensionnat et puis j'avais des autorisations pour y aller une fois par semaine. Enfin, c'était génial et tout. Et puis, je deviens majeur, etc. Le théâtre d'impro, je mets ça de côté et je fais de la musique parce que j'étais dans le chant. Voilà, puis artiste aussi, je faisais mes chansons, tout ça. Et j'étais, en plus, je donnais des cours de chant. Donc vraiment, le théâtre, j'avais mis ça depuis des années. Et j'avais à peu près 21 ans, donc il s'était passé entre mes 15-16 ans et 21 ans, quand même pas mal d'années. Et comme j'avais que quelques heures où je donnais des cours de chant, parce que j'étais prof de chant à mon jeune âge, j'avais besoin d'un travail plus salarié, enfin, je voulais avoir plus de revenus, je donnais que quelques heures par semaine, et je me dis, il faut que je cherche un emploi, mais pas du tout forcément un emploi artistique, enfin un emploi pour gagner de l'argent, quoi. Et je me dis, demain, j'irai à Pôle emploi. Voilà. Et la nuit, je rêve à la troupe de théâtre d'impro que j'avais connue quand j'avais 15-16 ans, et je ne sais pas pourquoi, ça faisait des années que je n'avais pas pensé à eux. Je rêve que je suis avec eux et que je travaille avec eux. Bon, et puis le lendemain, je me réveille et je me dis, mais même pas en fait, même pas. Enfin, je me dis, tiens, c'est bizarre, j'arrive à eux, bon, bref. Je vais à Pôle emploi. Et je me dis, jette un œil, on ne sait jamais, jette un œil sur la section. Je me rappelle, il y avait une section artistique, parce qu'à l'époque, Pôle emploi, Internet n'existait pas, bon, à mon époque. C'était vraiment, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais des annonces sur des papiers, quoi. Et on ne savait pas d'ailleurs l'employeur, on ne savait pas qui c'était, il n'y avait que l'annonce. Et je vois dans le milieu artistique, je me dis, bon, tant qu'à faire, s'il y a un boulot artistique, ça serait pas mal. Je vois marqué recherche coordinateur artistique. Moi, je cherchais plus quelqu'un, secrétariat, machin. Bon, j'avais des petites notions parce que j'avais fait un BEP comptable, donc voilà. Et je me dis, et il marquait, puis par la suite, donner des cours de théâtre et tout. Donner des cours de théâtre. Ouais, il ne parlait pas de théâtre d'impro. Et on ne savait pas la structure, ce que c'était. Je fais absolument pas le rapprochement entre mon rêve ni rien, hein, que j'avais fait la veille. Juste, je me dis, bah c'est bien, postule quoi, donne ta lettre à Pôle emploi et tout. Et en fait, il me contacte et c'était la troupe de théâtre que j'ai rêvé. Donc, mais c'est incroyable, c'est un rêve prémonitoire. Et j'ai été embauchée dans cette troupe de théâtre que je n'avais pas vue depuis, je ne les avais pas revus depuis des années. Et je n'avais pas du tout, mais du tout eu le projet ni anticipé de me donner, ni de reprendre contact avec eux, ni de me retrouver à apprendre à devenir prof de théâtre d'impro. C'était pas du tout mon projet, quoi. Ça s'est fait parce qu'il y avait cette annonce à Pôle emploi, et même dans l'annonce, c'était même pas écrit d'où ça venait, ça a été eux qui m'ont contacté après, et du coup j'ai été embauchée. Et c'est après, je me suis dit, oh, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, j'avais rêvé à eux la veille. Pour moi, ça c'est du rêve prémonitoire, quoi. C'est très bizarre. Et j'ai comme ça et j'ai un ami aussi. Bon là c'est un peu plus mauvais délire, mais j'ai un ami. Il me dit le matin, j'ai rêvé d'un ami à nous qu'on connaissait depuis longtemps. Cette nuit j'ai rêvé à lui. C'était un peu plus mauvais délire. Il me dit, il m'appelait au secours, il tombait dans un trou. Est-ce que cet ami qu'on n'avait pas vu depuis au moins 10 ans, il me dit, viens, tu te rappelles comment il s'appelait, son nom de famille et tout? Et on cherche, et il regarde sur internet, et il vient de mourir il y a à peine 4-5 jours, quoi. On apprend son décès comme ça, et la nuit il avait rêvé à ça. Ouais, bon, quelques petites expériences comme ça, moi, que j'ai vécues qui font que du coup j'ai des croyances très fortes spirituelles. Mais du coup c'est intéressant parce que ça peut pas s'expliquer, on peut pas dire il y a eu une information, le système de sélection il a sélectionné, et puis du coup difficilement explicable, quoi. Et donc les rêves dans tout ça, c'est vrai qu'on ne parle pas trop en PNL, mais ça vient dans l'inconscient, mais on ne les rattache pas avec une des 4 fonctions. Ça peut être... Oui, parce que tu peux avoir, en fait, l'inconscient, tu as toutes ces fonctions-là. Donc tu peux avoir des fois des rêves qui vont vraiment t'apporter des limites aussi, mais en tout cas, dans le rêve, souvent, je trouve que c'est intéressant parce que dans la conception ericksonienne de l'inconscient, dans la manière dont l'inconscient fonctionne, donc, ce qu'il faut retenir,
c'est que le conscient est dissocié de l'inconscient est un système autonome, et que l'inconscient, sa manière de fonctionner, pour nous donner de l'information, ça sera toujours de manière très, soit la petite voix intérieure, donc on n'entend pas trop, c'est très discret. Non seulement c'est très discret, en plus ça se fait de manière très métaphorique, c'est-à-dire à travers une image, il faut décrypter, ça a son propre langage, il faut décrypter, et en plus c'est une partie susceptible, dans le sens où si on ne veut pas l'écouter, elle ne se manifeste pas. C'est-à-dire qu'il faut lui faire la demande, de dire est-ce que tu veux bien, donc la partie sage, guide intérieur, il faut dire est-ce que tu veux bien me dire un petit peu, me donner de l'information, et si je ne te demande pas, cette partie elle est un peu susceptible et elle ne donnera pas la réponse, et si elle veut bien donner la réponse, elle va la donner peut-être sous forme d'intuition qu'on ne saura pas trop expliquer. Le message ne sera jamais aussi clair que là, vous voyez, ou ça va être des images, un rêve, une métaphore. C'est la créativité en fait. Voilà. Alors c'est plus que de la créativité, c'est vraiment de l'ordre de la métaphore. Par exemple, je vous donne un autre exemple perso que j'ai vécu qui a été très fort, mais pour moi c'était un signe de mon inconscient. J'ai été donc pendant très longtemps de ma vie prof de théâtre. Par la suite, du coup, je suis devenu prof de théâtre. Après, j'avais même monté ma structure et tout. Et j'ai été comme vous, j'ai été stagiaire à prendre des cours de PNL avec en projet de donner des cours PNL, de faire de l'accompagnement dans le coaching, etc. Et ça faisait 3 ans que je voulais faire ça. Donc, je faisais mon activité de prof de théâtre, mais je commençais à faire quelques coachings à côté, pas suffisamment pour en vivre. Parce que voilà. Et donc, j'avais quand même mon théâtre d'impro. Je me souviens qu'il était à côté, je me disais c'est bien, ça me fait une sécurité parce que en attendant mon activité de coach ou de formateur, c'est pas dans le développement personnel, c'est pas suffisamment développé. À un moment de 3 ans, j'ai un petit peu sorti les rames. Et je me rappelle que je me disais, intérieurement, je le ressentais fort, hein, je me disais à un moment donné, il faut faire le pas. C'est-à-dire tant que tu laisses pas la place dans ta vie à l'ancien, parce que j'étais beaucoup dans donner de l'énergie sur la gestion quand même de mon école de théâtre, je me disais, ça va, enfin, il faut faire la place, quoi. Bon. Mais je ne le fais pas, j'ai une partie sécurité. Et alors pour vous donner le petit exemple très métaphorique, je me rappellerai toujours, parce que ça a été le déclencheur, hein, puis ça a été nombre de fois ce déclencheur-là, je me rappelle, le message il était clair. Vous allez dire qu'il est complètement barge, mais parce que c'est comme ça en tout cas que je l'ai vécu. C'était en septembre, je me rappelle. J'étais partie pour 1 an. Hein. Je recevais les nouveaux. Je repartais pour 1 an de théâtre parce que c'était de septembre à juin. Je grille un stop et je me fais arrêter par les flics qui m'enlèvent 4 points à mon permis. Un stop, voilà. Et je vous jure, c'est tout con, mais ce truc de me dire, t'as grillé un stop. Et je l'ai ressenti, mais très fort, cette expérience. J'ai mis un sens dessus, je ne sais pas la partie sage, et je me suis dit, mais c'est quoi le stop de ta vie que tu grilles? Et pour moi, c'était un message. Et en fait, le message que j'ai ressenti à travers cette métaphore, et que ça faisait un moment que ma petite voix me disait, c'était arrête tes cours de théâtre. Et là, tu es en train de te réengager pour 1 an, tu arrêtes tes cours de théâtre. Et je me rappelle, ça a été hyper fort. Et je commençais à avoir des inscriptions. Et je me rappelle, j'avais commencé à donner un cours d'essai. J'ai recontacté les gens. Je leur ai dit, je suis désolé, je vais annuler. Je ne donnerai plus de cours de théâtre. J'avais pris ma décision. Je ne veux plus donner de cours. Autant que j'ai voulu donner des cours de théâtre, autant il y a vraiment eu un moment donné, j'ai dit, c'est fini. Je l'ai trop fait. J'en ai ras le cul. Non, je l'aimais mon métier, mais je l'avais trop fait. J'ai dit, je ne veux plus donner de cours de théâtre. Et j'ai appelé tout le monde et c'était le stop. Et je me rappelle, je suis rentrée chez moi, j'avais un copain à l'époque, je lui disais, j'ai grillé un stop, la vie me montre qu'il faut que j'arrête. Je grille un stop, le stop je ne l'ai pas vu, je l'ai grillé, j'ai perdu 4 points. C'est ça le message pour moi, c'était une métaphore. Mais cette métaphore-là m'a permis de prendre ma décision pour le coup en tout ou rien. Et du jour, pour vous raconter la petite histoire, j'ai pris cette décision-là, j'ai eu plein de clients qui sont arrivés en coaching. Après, ça faisait 3 ans que je galérais. Et ça a super bien marché. Tout de suite, l'année après, ça a super bien marché, quoi. Donc, mais je savais, j'avais eu ce stop, je me disais, là, c'est le point de choix. Donc, faut le faire. Bah, c'était une image. Comment? En ton âme et conscience. En mon âme et conscience. Et c'était à travers une métaphore. Et j'aime bien, moi c'est un truc que des fois je le fais
avec des clients qui sont ouverts sur le truc, parce que sur une cartésienne, on va pas, dans son modèle du monde, on va pas faire ça. Mais j'organisais des stages un petit peu comme ça, chamanisme aussi, quand j'ai commencé. Et il y a un exercice qui s'appelle la marche de vision. Et dans cet exercice, on va beaucoup faire appel à ça, c'est-à-dire on pose une question à l'inconscient, de dire dans ma vie, quel est par exemple ce choix que je devrais prendre, ou j'aimerais vraiment une réponse à cette question, et j'aimerais vraiment avoir une réponse de ma partie sage, ou de l'univers, ou de ce que vous voulez. Et donc on fait une méditation sous forme hypnotique pour poser la question, et en tâche métaphorique, ce qu'on donne à faire derrière, c'est de dire, tu vas aller faire une marche, et pendant 25 minutes, tu vas te promener en restant très ouvert à ce qui se passe autour de toi, et il va se passer quelque chose, tu vas avoir la réponse. Tu vas avoir la réponse. Et la personne se promène, on appelle ça une marche de vision, et en fait, elle va se promener comme ça, en étant très ouverte par rapport à sa question, à ce qui vient, et il se passe quelque chose, et la personne dit oh, avec ce qui vient de se passer, j'ai vu tel panneau, ou telle pub, ou il s'est passé tel truc. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Ce truc-là que je viens de voir, c'était un symbole, ça vient de me toucher. Pourquoi ça m'a touché? Et après, on cherchait à y mettre du sens. Par exemple, j'étais avec une personne qui se disait je voudrais faire de l'accompagnement, mais je ne sais pas exactement ma cible, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Et puis en fait, elle savait, mais c'est juste qu'elle ne voulait pas se le dire vraiment. Elle part faire comme ça une marche de vision, on fait le petit exercice. Elle part faire la marche de vision. D'ailleurs, l'exercice la marche de vision, dans mes vidéos YouTube, vous regarderez, je l'ai mis. Ça dure 20 minutes, 30 minutes, il y a toute la méditation. Si jamais vous avez envie de l'expérimenter, vous pouvez le faire, il y a tout l'exercice. Elle fait l'exercice, elle part et elle entend, au moment où elle marche, elle entend un père ou une mère qui gueule sur son gamin et elle entendait la petite fille qui pleurait. Et ça la chamboule et tout. Et elle revient, elle dit mais je sais pas pourquoi il y a eu ce truc, ça m'a énormément, j'entendais cet enfant qui pleurait. Et en fait, elle a compris que sa cible, c'était d'aller guérir l'enfant intérieur, tout ça, voilà. Et en plus, c'était trop bizarre parce que je me rappellerai toujours, au moment où elle prend conscience d'elle, c'est guérir l'enfant intérieur et tout. Et dans la rue, en ce moment, on entend un gamin qui se met à rigoler et tout. C'est trop bizarre, quoi. Alors, est-ce que c'est vraiment l'univers, machin et tout, ou est-ce que c'est l'inconscient qui cherche à donner du sens en faisant des équivalences? Peu importe, à partir du moment où ça marche, où ça donne du sens à la personne, vous voyez, parce que ça se trouve, c'est la personne qui, de ça, c'est rentrer en résonance avec son inconscient, vous voyez ce que je veux dire? Les synchronicités, ces choses-là. Voilà, c'est ça, les synchronicités. Et donc, du coup, juste je profite à dire pourquoi est-ce que nous, on trouve que c'est mieux de faire un parcours d'hypnose après la PNL et pas avant? Parce que dans l'hypnose classique, si vous voulez, la relation d'hypnose classique, ici vous avez donc le client, et là vous avez le thérapeute. Et dans l'hypnose classique, qui n'est pas l'hypnose ericksonienne, le thérapeute induit, met le client en état hypnotique et va lui induire du changement. Par exemple, je compte jusqu'à 10 et à 10 vous dormirez, vous fermerez les yeux et vous serez dégoûté par la cigarette, vous n'aurez plus envie de fumer, la cigarette vous dégoûte. Vous voyez, c'est vraiment de l'induction directe. Alors que dans l'hypnose ericksonienne, l'idée c'est que le thérapeute il est ici et ici c'est plus, on va dire, le guide intérieur, donc c'est cette partie-là. Et en fait l'idée c'est que le thérapeute, lui, Milton Erickson, se disait moi, j'accompagne la personne à trouver ses propres ressources parce que c'est pas moi qui vais lui les dire, c'est son propre guide intérieur et je vais mettre mon patient en contact avec son guide intérieur. Vous voyez? Et pour aller plus loin que ça, en fait, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de faire de l'hypnose après savoir modéliser en PNL. Parce que moi j'ai été formé par quelqu'un qui s'appelle Marc Sialom, il avait été formé par Ernest Rossi, donc c'était un élève direct de Milton Erickson. Et en fait, il nous expliquait que, en fait, moi, l'hypnose ericksonienne m'a donné beaucoup d'autorisation que je n'avais pas en PNL. Parce qu'en PNL, on est très très méta. Et dans l'hypnose ericksonienne,
quand vous rentrez, vous accompagnez une personne dans un processus hypnotique, vous rentrez vous aussi en état hypnotique pour vous mettre vous aussi en tant que thérapeute avec votre propre guide intérieur. Et votre propre guide intérieur peut à un moment donné vous dire « j'ai une intuition qui fait que pour cette personne, peut-être ce serait intéressant d'aller regarder dans cette zone-là ». Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, on peut éventuellement proposer, mais ça veut dire que pour le faire, il faut arriver à faire une distinction entre qu'est-ce qui fait partie de mon modèle du monde que je suis en train de transférer sur mon client, ou qui en réalité, voilà, qui fait partie de mon histoire, ou de mes présuppositions. Et donc l'idée, c'est de se dire, d'arriver à savoir bien modéliser en méta avec la PNL, pour pouvoir, si une intuition vient, dans cette partie intuitive, se dire, attention, je m'auto-modélise aussi et je modélise mon client. Qu'est-ce qui fait partie d'une modélisation ou d'un risque de transfert chez moi? Et qu'est-ce qui fait partie de quelque chose qui en réalité, je ne sais pas d'où ça vient, mais qui est vraiment en lien avec une partie complètement intuitive. Et l'hypnose ericksonienne permet de faire de la place dans les fondamentaux de l'hypnose ericksonienne à la partie intuitive, qui du coup va induire des fois des choses. Et va dire, peut-être ça serait intéressant d'aller regarder que, peut-être dans ce que vous m'expliquez, la croyance pourrait être que, moi c'est comme ça que je le ressens en termes d'intuition. Ne me demandez pas d'où ça vient, mais en termes d'intuition, j'aurais envie de vous dire d'aller peut-être, en tout cas, ça serait intéressant de questionner cette partie-là. Et donc pourquoi moi je trouve que c'est mieux de faire de l'hypnose après avoir fait de la PNL? Parce que tant que les gens ne savent pas modéliser, ils vous balancent leurs inductions qui sont que de l'ordre du transfert perso et du coup c'est pas bon. Alors que là, en tant que PNListe, c'est chouette, vous avez de la modélisation, vous avez un méta suffisamment fort pour vous dire j'ai ce méta, je me connais aussi dans mon histoire et dans mes risques, mais ça c'est vraiment de l'ordre de l'intuition. Vous voyez, et donc pourquoi pas laisser de la place à cette partie-là aussi, mais de le faire du coup en conscience, vous voyez. Ouais, moi je fais bien le lien. Enfin, ce que je comprends, c'est que finalement, tout à l'heure tu disais, il y en a qui disent tu vas arrêter de fumer, tu vas être dégoûté. Et à travers ce que tu expliques, c'est d'aller voir pourquoi la personne fume, qu'est-ce qu'elle va, en fait, quelle est la fonction positive, pour pouvoir connecter la personne à ses ressources, qu'elle arrête de fumer en conscience, quoi. Cette partie de moi, je vais trouver une autre source pour la satisfaire. Tout à fait. Mais là, dans ce que je vous dis, ça va plus loin que ça. Oui. Parce que dans ce que je vous dis, ça se trouve, toi, tu vas rentrer en état d'hypnose, alors quand tu es dans une posture d'hypnose actionnelle, mais qui n'est plus l'hypnose de la posture de la PNL, qui est vraiment la posture de l'hypnose. Et la personne va te dire des fonctions positives et tout, et toi, dans ta partie intuitive, tu rentres en hypnose aussi, et tu vas avoir une intuition qui va te dire, est-ce que dans son histoire, il y a eu un allaitement qui a été terminé, ou est-ce qu'il n'y a pas eu une coupure entre le sein maternel et Et je ressens qu'il y a un truc comme ça et qui fait que cette personne, quand elle fume, inconsciemment, c'est ça qu'elle cherche. Ça fait absolument pas partie des choses qu'elle m'a expliquées ni rien, mais je sens qu'il y a une fonction positive, c'est une intuition qui va là-dessus. Et du coup, dans ton questionnement, tu vas dire comment ça s'est passé quand vous étiez petit et c'est pas du tout ton client qui l'a amené. Mais comment c'est passé? Vous savez si votre maman, elle vous a allaité? Ben non, ma mère m'a pas allaité. Je sais que du coup, ça lui faisait mal au sein et qu'elle a arrêté, il y a eu une coupure. Ah, parce que je sais pas, j'ai ressenti un truc en lien avec ça dans votre relation à la cigarette. Et c'est pour ça que je sais pas pourquoi, mais je vous posais la question. Voilà, vous voyez, c'est un truc complètement intuitif, quoi. Et on se permettrait jamais de faire un truc comme ça dans une posture PNListe, mais dans une posture de thérapeute en hypnose ericksonienne, on peut se donner ce droit-là. Vous voyez, la posture, elle change, voilà. Mais après, du coup, l'idée, c'est d'arriver à jongler et de se dire quand est-ce que je suis méta et quand est-ce que je suis dans une forme de première position, mais il faut aussi, de temps en temps, laisser de la place à ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait l'idée, c'est de se dire à partir du moment où je modélise, je peux de temps en temps ouvrir une place à une partie intuitive. C'est dommage aussi des fois de se couper de cette ressource. Parce que c'est ce que j'allais dire justement, l'intuition. Est-ce qu'après on n'a pas tendance à le voir un peu partout? Moi par exemple, je prends mon exemple, je voulais écrire 4 intuitions, mon stylo rouge c'est arrêté de fonctionner. Quand j'ai voulu écrire ça sur donc je l'ai écrit en noir. Mais je me dis après on peut vite voir des signes mais partout. Et bien sûr, puisque notre cerveau fait des équivalences. Donc on le sait. Mais c'est ça qui je trouve est intéressant quand on a fait un parcours PNL.
C'est-à-dire que, alors en plus pour te dire moi d'où je viens avant la PNL, moi j'étais à fond dans l'ésotérisme et tout quand j'étais plus jeune, vers 18 ans et tout, donc je tirais les cartes, machin. Donc des équivalences j'en faisais, en veux-tu, en voilà. J'étais énormément attiré par ce type de pratique où j'étais stagiaire, je me suis inscrit à tous les stages possibles, imaginables, de chamanisme, de machin, où je faisais des équivalences partout. Et la PNL, j'ai adoré parce qu'elle m'a permis, la PNL, justement, de sortir de ces travers-là et de m'apporter vraiment une position méta, etc. Mais le curseur, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est tellement dommage de passer d'un tout ou rien. C'est-à-dire, soit je suis complètement dans ma réalité, dans mon modèle du monde, et je ne fais que des distorsions en permanence avec des équivalences qui mettent du sens spirituel ou des messages complètement, et j'ai connu des gens qui étaient complètement à côté de... dans une réalité hallucinante. Et moi-même, je pense que quand j'étais plus jeune, j'ai relu des journaux intimes que je tenais à l'époque. Mon Dieu, j'aime bien, j'ai une copine, je lui dis j'ai une partie de mon ego, je nomme des parties de mon ego. Il y a une partie de mon ego, je l'appelle Don Quichotte. Donc c'est-à-dire que quand j'étais jeune, vraiment, je croyais que j'allais devenir une star de la chanson. Enfin bref, c'était... Moi j'imaginais, voilà, le Don Quichotte qui se croit un chevalier, qui va du coup, et qui complètement transforme la réalité. Je me mettais des messages de l'univers, je me mettais des équivalents. J'étais complètement dans ma bulle, mais pas que moi, beaucoup de gens, heureusement, je ne suis pas le seul, mais beaucoup de gens vivent comme Don Quichotte, veulent une réalité, font que de la distorsion, etc. La PNL m'a amené dans ma vie vraiment cette ressource de me dire, va dans du pragmatique, redescends, sors de tes équivalences, en quoi ça prouve cela, on met du doute, on remet du pragmatisme. Mais ce que je suis en train de vous dire là, sur ce niveau maître praticien, c'est ne rentrez pas non plus dans un tout ou rien. C'est-à-dire que la PNL est une approche qui va permettre d'enrichir, aller vraiment sur du pragmatique et de faire la différence entre la réalité et la réalité subjective. Et en même temps, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'existe pas, on ne ferme pas la porte à dire qu'il peut y avoir des parties très intuitives et très spirituelles qui peuvent exister. On ne connaît pas tout de la vie. Et de temps en temps, que ce soit vrai ou pas, mine de rien, cette subjectivité peut aussi être un réservoir de ressources ou d'investigation. Et c'est dommage quelque part de s'en priver. Mais je pense que la sagesse, en tout cas la bonne posture, c'est pas être dans un tout ou rien d'un côté ou de l'autre. Et en conscience, se dire qu'est-ce que je suis en train de faire et qu'est-ce que je suis en train d'utiliser. Peut-être que là, je suis complètement en train de faire des équivalences. Et moi, souvent, c'est ça que je fais avec mes clients. C'est-à-dire que je les accompagne, donc je suis très méta, pragmatique, PNL, observable, machin. Et de temps en temps, je vais me dire là, tu vas faire une équivalence, tu vas peut-être apporter de la première position, tu vas peut-être faire une hypothèse, et c'est de cette manière que tu vas le présenter à ton client. Et à ce moment-là, je vais dire, je vais me permettre, là c'est complètement subjectif de ma part, peut-être, hein. C'est peut-être complètement moi, donc ne prenez pas ce que je vais vous dire pour argent comptant, mais... Comment c'était quand vous étiez enfant par rapport à votre mère? Vous savez au niveau de l'allaitement comment ça s'est passé? Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée qui me vient et je voudrais juste vérifier. Et là, ça peut être complètement subjectif de ma part. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je me donne ce droit-là. Et c'est ça que je vous invite à vous dire. Vous pouvez vous donner ce type de droit si vous savez en conscience qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus complètement pragmatique, quoi. Vous voyez? Ça va, ça vous parle? Alors, j'ai oublié de vous dire un truc ce matin par rapport à ça. Parce que donc on a vu, j'ai beaucoup insisté sur le fait que l'inconscient a son mode de fonctionnement très autonome par rapport au conscient. Autre chose que j'ai oublié de vous dire qui est quand même assez important, c'est plus une personne va s'identifier à son conscient plutôt qu'à son inconscient, plus elle se limite au niveau de l'accès à ses ressources. Par exemple, je vous donne un cas avant de découvrir ça. Parce que donc du coup, c'est pour ça que quand on va utiliser l'inconscient, on va donner des tâches et des prescriptions à l'inconscient. C'est-à-dire, on peut dire à la personne, quand on va dissocier conscient et inconscient, parce que techniquement, voilà, là on est vraiment sur comment faire. Techniquement, c'est vraiment de dissocier conscient et inconscient. Donc, comme on l'a vu, c'est de dire,
pour cette partie de vous-même, comment ça se passe, etc. Donc verbalement on dit ceci, mais on peut dire aussi pendant que votre conscient, pendant que vous serez occupé à faire quelque chose cette semaine, votre inconscient lui continuera à réfléchir à la séance que nous venons de passer ou continuera à intégrer à son rythme. Et si la personne part sur ce présupposé qu'elle l'achète, elle va faire confiance à son inconscient et l'inconscient va développer beaucoup plus de ressources. Alors je vous donne un exemple, encore une fois un exemple vécu perso. Quand j'ai commencé mon métier de formateur, donc j'avais été formé, j'avais fait comme vous des formations, tout ça, et puis je me suis dit je vais commencer à faire des conférences, j'avais fait des petits ateliers, voire des conférences qui parlaient de PNL, de communication, etc. Et c'était mes premières conférences. Et je me rappelle, mais je notais tout ce que je devais dire pendant ma conférence. Et j'avais une peur terrible de me dire mais comment tu vas faire pour parler pendant 1 heure? Et les gens ils vont t'écouter. Et si au bout d'1 heure, et ça se trouve, ce que tu vas leur dire, ça va durer 20 minutes. Et tu n'auras pas assez de quoi leur dire. Ah oui, il faut bien penser. Et je notais tout, Et je me mettais une pression de ouf. Et en fait, quand je me mettais dans ma conférence, en fait, bon, alors j'avais heureusement, c'était cool, j'avais ma stratégie d'excellence. Ma stratégie d'excellence, c'est de me mettre en lien avec l'autre. Et vraiment aussi en tri sur qu'est-ce que ça va pouvoir lui apporter, plus qu'être en tri sur moi de ce que je dois dire, vous voyez. Et vraiment en tri sur l'autre. Et du coup, je me rendais compte qu'entre tout ce que j'avais préparé et ce que je faisais réellement, ben finalement, j'avais peur avant d'être en pénurie de temps, mais finalement, au contraire, d'être en abondance de temps, de plus rien avoir à dire au bout de 20 minutes. Et en fait, par rapport à tout ce que j'avais prévu de dire, finalement, la conférence a été finie. Je me disais, mince, il me reste encore tout ça à dire et j'ai pas eu le temps, donc j'accélérais et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là où c'était pas écologique, c'est que juste avant de donner des conférences ou des ateliers, j'avais beaucoup de stress. J'avais énormément à me dire, tu vas devoir expliquer des trucs aux gens, oh là là, mais j'avais un stress, mais pas possible. Et en fait, j'ai utilisé ça et je me suis dit, non, tu vas prendre les grandes lignes de ce que tu veux leur expliquer, tu vas pas trop préparer, tu te donnes pas de procédure, tu te donnes que de la structure dans les grandes lignes et tu fais confiance à ton inconscient qui le jour J saura comment expliquer, saura comment leur dire, juste à ta structure, tu te mets en lien avec les gens et quand tu es en lien avec eux, tu vas faire en mode option et tu vas te faire confiance, ton sujet tu le connais, tu n'as pas besoin de le préparer autant. Et ça a été challengeant, je me disais quand même, t'es fou de faire ça et tout. Et en fait, en donnant la tâche à mon inconscient, de toute façon de savoir comment dire les choses, etc., plus, là je vous parle vraiment de ma stratégie de formateur ou de conférencier si je donne des conférences, plus je me mets en contact avec mon inconscient, mieux j'arrive à pouvoir transmettre un message. Que si je suis derrière un pupitre, ou alors par exemple, vous me voyez, souvent il y a des gens qui me disent tu n'utilises pas beaucoup les slides. Moi le slide je l'utilise de temps en temps, mais j'aime pas ça en fait. Parce que du coup je préfère me dire, s'il y a une question, par exemple, j'en sais rien, je suis sur les fonctions vitales et il y a quelqu'un qui va me parler de la sécurité, pourquoi pas transgresser. Enfin, j'aime bien pouvoir faire comme je veux un slide, on est bloqué par le slide en fait. C'est trop procédure pour moi, je préfère avoir mon vieux paperboard et faire comme je veux dans mon mode option et pas suivre une trame. Mais parce que j'ai de la structure, je sais ce que je vais dire dans les grandes lignes et où est-ce que je vais aller. Mais je laisse mon inconscient, je donne la charge à mon inconscient de faire compte tenu de ce qui va se présenter. Et bien plus j'ai fait ça, plus ça m'a donné confiance en moi et plus ça m'a détendu pour pouvoir présenter des conférences, etc. Et être mieux et être bien. Et même je me rappelle, après, bon, par contre, il faut maîtriser vos sujets hein, quand même. Hein, c'est-à-dire que vous connaissez vos sujets. Mais je me rappelle des fois, une fois, j'ai été invitée dans un festival de spiritualité et tout. Et je me disais, il y avait beaucoup de monde, je me rappelle, il y avait au moins 200 personnes. Et je me disais, tu peux pas rien préparer, quoi. Tu peux pas y aller les mains dans les poches, c'est dans le sud de la France. Et je me rappelle, je me disais, mais non, mais vas-y, les mains dans les poches, vas-y, tu t'écris 2-3 trucs et tu tiens ton sujet. Et je me disais, mais il y a 200 personnes cette fois-ci. Et j'ai dit, non, fais-toi confiance. Et je me rappelle, j'y suis allée les mains dans les poches, quoi. Et ça a super bien marché. Et donc, du coup, voilà,
plus on fait confiance à notre inconscient, mieux c'est. Et je me rappelle Catherine, comme c'est moi qui l'avais formée en tant qu'enseignante, elle était un peu déconcertée dans le parcours enseignant parce qu'elle me disait mais t'expliques jamais les trucs de la même manière. D'ailleurs quand vous allez revenir en personne ressource, ça peut vous dire mais c'est marrant ça, tu l'expliques comme ça mais tu l'avais pas expliqué de cette manière-là. C'est normal parce que du coup sinon moi je me ferais chier quoi dans mon métier. S'il faut toujours expliquer les choses de la même manière, c'est pénible. Et je me rappelle Catherine qui était en formation d'enseignant, elle avait besoin d'une procédure et je disais non, je ne veux pas te former avec de la procédure, avec de la structure et tu vas trouver ta manière à toi de présenter les choses. Et au début, elle voulait être très procédure et du coup, ça manquait de fluidité. Et elle a appris après, elle a appris à se faire confiance et aujourd'hui, bon, ben, elle peut vraiment être en mode option, etc. Et ça va beaucoup mieux. Et donc, c'est ça l'idée, c'est d'arriver à vraiment se mettre en confiance avec nos ressources inconscientes. Donc par rapport à ça peut être n'importe quoi, alors je vous donne cet exemple sur la formation, mais ça peut être d'autres choses, vos examens, etc. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, par exemple, dans une journée d'apprentissage, j'ai l'impression que je n'ai pas tout compris ou que c'est pas assez clair pour moi. Plus vous allez vous mettre du stress par rapport à ça, plus ça va être compliqué à vivre et plus vous vous dites, j'ai l'impression que je n'ai pas compris, mais mon inconscient, lui, de toute façon, va faire son chemin et ça sera plus clair certainement. Après, je vais lui faire confiance et je le relègue à mon inconscient. Plus vous allez vous développer des ressources. C'est exactement ce que je fais pour mes cours d'anglais. Ah ouais, exactement. Ça. Voilà. J'arrive, je ne sais pas à l'avance ce que je vais faire. Je sais ce que je sais, mais je sais pas ce que je sais. Mais comment tu vas l'amener, voilà, c'est quand je suis là, comme toi, là, mais ça vient. Ah mais c'est ça. Ben, tu dois être une bonne prof. Non mais c'est vrai parce que les profs, moi je me rappelle quand j'étais à l'école, qui était très procédure, mais c'était un ennui terrible. Hein. Merde. Alors que tu as quelqu'un qui, voilà, comme toi tu vas dire, je sais pas comment je vais dire, mais en fonction de ce qui vient, tout de suite c'est vivant. Ouais, et puis je fais même en fonction aussi de comment je les sens, tu sais, en fonction du jour, comment je les sens, quel sujet que je vais entamer aujourd'hui. Voilà, et ben voilà, et je choisis mon sujet, puis j'y vais, et puis ça vient, et ça vient, et ça vient, et puis et c'est bien structuré, hein. Et je commence à l'heure, je termine à l'heure. Voilà, parce que c'est ton inconscient qui prend en charge tout le système opératoire et ça rentre tout seul. Ouais. Oui. Et du coup, ce qui me revient, c'est la modélisation des films, si elle devait être faite sur slide, de bien cadrer et de dire que les slides, c'est la structure, c'est pas le contenu. Il y a des tas de gens qui sont tellement motivés à mettre du texte, et après ils lisent les slides. C'est catastrophique. Voilà. Parce qu'en plus, tu sais ce qu'ils vont dire, voilà. ils lisent et... Voilà. Et merci Stéphane de revenir là-dessus, parce qu'effectivement, quand vous présentez vos modélisations de films, vous avez la tête dans vos trucs. Alors qu'en fait, en étant vraiment mobilisant vos ressources inconscientes, vous pouvez communiquer comme ça. Vos sujets, le film, vous l'avez vu, vous le connaissez. La modélisation, vous la connaissez. Parlez-en de la manière dont vous avez envie d'en parler, quoi. Et donc vraiment, c'est ça, c'est d'apprendre à se dire, faites-vous confiance de plus en plus à vous donner des prescriptions de tâches, c'est-à-dire vous dire, allez, mon inconscient, je te demande, c'est toi qui vas gérer ça. Et plus on demande à notre inconscient et plus on lui fait confiance, plus ça vient. Donc c'est vraiment chouette de savoir ça. Alors techniquement,